Pierre Otus, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Directeur de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Alors vous publiez aujourd'hui votre observatoire sur les taxes foncières, très attendu, un observatoire annuel. Avant de regarder dans le détail, est-ce que la disparition progressive et annoncée de la taxe d'habitation a eu un impact justement sur la taxe foncière? Est-ce qu'il y a eu un effet vase communicant? Alors pour le moment, heureusement non. Mais on a vu effectivement que pour la part des personnes qui continueront de payer la taxe d'habitation pendant les années qui viennent, ils ont vu leur taxe d'habitation un peu augmenter. Et le gouvernement a un peu mis la flèche sur les maires d'ailleurs, qui ne sont pas forcément responsables de cela. Et puis par ailleurs, tout ce qui est annexe à la taxe foncière, on voit l'apparition d'un certain nombre de petites taxes, les taxes d'inondation, GEMAPI, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui augmente, et certains maires qui anticipent par la mise en place par exemple d'un taux métropolitain qui est nouveau, qui s'applique à la taxe foncière, qui fait flamber parfois la taxe de 20% en un an. Alors les éléments clés de votre observatoire, quels sont notamment si on prend ville par ville ou quelques éléments intéressants, celles où ça augmente le plus et puis à l'opposé, celles où ça augmente le moins? Alors justement, on a une ville comme Nice qui a augmenté d'un an sur l'autre, 2017-2018, de près de 20% sa taxe foncière, tout simplement en créant un taux au niveau de la métropole, de l'intercommunalité, mais pour autant, ils n'ont pas baissé d'autant le taux communal propre à la ville de Nice. Si bien que les Niçois, lorsqu'ils vont payer aujourd'hui leur taxe foncière le dernier jour, ils ont vu 20% d'augmentation sur leur taxe foncière. Autre exemple emblématique selon vous, d'autres villes aussi où il y a eu des augmentations assez importantes? Alors il y a eu dans l'historique Lille depuis de nombreuses années. Quand on prend sur 5 ans, Lille a explosé sa taxe foncière sur les diverses années. Ils ont joué avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais ils ont augmenté par ailleurs la taxe foncière. Donc tout cela, en général, fait une fiscalité propre plus importante pour les propriétaires. Et il y a d'autres villes comme Lyon, qui a un statut de collectivité locale assez particulier, dont le département sur la métropole de Lyon a disparu. Et pour autant, ils ont quand même fait augmenter sur la période de 20% leur taxe foncière. Donc on voit bien que ce millefeuille territorial, même quand on le diminue, les collectivités locales sont obligées ou font le choix d'augmenter leur fiscalité. Et par rapport à l'inflation, alors où en est-on justement par rapport à l'évolution de l'inflation? Sur la période 2012-2017, donc sur 5 ans, on a une augmentation de taxes foncières qui touche les propriétaires de 5 fois l'inflation. Et si on se situe pour les investisseurs, pour l'immobilier, ceux qui ont des loyers, ce sont 8 fois plus d'augmentation de taxes foncières que les loyers. 8 fois plus d'augmentation. Donc ça représente combien? 2 mois de loyer à peu près? Alors la taxe foncière représente en moyenne sur le territoire français 2,3 mois de loyer, effectivement. Au-delà des taxes justement locales, est-ce que la fiscalité sur le logement risque de s'alourdir l'an prochain avec le projet de loi de finances notamment? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez qui peut vous inquiéter? Alors c'est une possibilité, on attend les suites des discussions. On a vu que sur l'IFI par exemple, qui est un impôt spécifique à l'immobilier, aux propriétaires aussi, au-delà de la taxe foncière, ça peut augmenter, il réfléchit, j'ai vu certains amendements passer pour faire grandir l'assiette, on va dire, pour que cela touche plus de sources et donc apporter plus d'argent à l'État. Et puis nous sommes assez attentifs, peut-être inquiets, à la loi de finances qui va arriver au mois de février, spécifiquement aux collectivités locales, aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous craignez alors? Ce qu'on craint, c'est d'une part que cela s'accompagne d'une réforme des valeurs locatives, qu'on peut tous appeler de nos voeux, puisqu'on sait bien que ces valeurs locatives sont un peu déconnectées de la réalité. Et depuis le temps qu'on l'annonce, chacun s'envoie la patate chaude d'année en année. Chacun ayant abandonné le sujet tellement c'est compliqué. Ce soit une révision des bases qui permette de rehausser l'ensemble et ne pas faire à fiscalité constante. Nous, on veut une fiscalité constante et même qui baisse. Et puis par ailleurs, à mon avis, les collectivités locales, les collectivités territoriales, les départements, les intercos, les métropoles vont demander un certain nombre de garanties pour leur financement propre. On sait que les dotations diminuent de plus en plus pour les collectivités locales qui doivent faire des économies, ce que leur demande le gouvernement et l'État. Et cela risque de se compenser à nouveau par taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe GEMAPI, taxe d'habitation sur les locaux vacants, taxe sur les locaux vacants tout court, taxe spéciale d'équipement. Et tout ça, ça pèse sur la propriété immobilière. Et on voit une réorientation de la fiscalité locale uniquement pour 60% des Français, ce qui n'est pas neutre, sur la fiscalité des propriétaires. Et ça, c'est très fâcheux, parce que à la fois pour les propriétaires occupants, c'est un danger pour l'accession à la propriété, et puis par ailleurs, pour les investisseurs, on risque de les faire fuir définitivement. Je veux rappeler un chiffre que de début d'année 2017, l'Observatoire Clameur a annoncé une diminution à 14% des travaux à la relocation. Et nous, on s'inquiète pour la qualité du parc et la quantité aussi du parc. Justement, à propos des propriétaires, ils sont très attentifs au futur projet de loi Élan qui doit voir le jour d'ici la fin de l'année. Là, on parle de politique du logement. Quelles sont, selon vous, les mesures qui vont dans le bon sens et à l'opposé, celles qui sont
moins bonnes selon vous? Alors, celles qui vont dans le bon sens ne concernent pas tellement les rapports locatifs pour les propriétaires privés. En revanche, il y a de bonnes choses sur la réforme du parc HLM. Il y a de bonnes mesures qui vont dans le bon sens, que l'on appelait, nous, depuis de nombreuses années, à être réformées. Et puis, il y a des mesures sur la construction, sur les normes handicapées. Alors, je sais que ça peut faire polémique, il ne faut pas opposer les gens, mais il faut être un peu pragmatique parfois. En revanche, effectivement... Création du nouveau bail mobilité, pour vous, ce oui, nouveau contrat de location en meublé, ça ne va pas dans le bon sens? Effectivement, cette création d'un nouveau bail mobilité peut répondre à une certaine demande. Il y avait un flou entre la location Airbnb, pour faire rapide, touristique, et puis le bail meublé pour étudiants. Entre deux, il n'y avait rien. Et donc ce bail mobilité est effectivement un bon point de départ dans les rapports locatifs, mais ne répondra pas à toute la demande. Ça répondra à une petite niche. Le retour annoncé peut-être de l'encadrement des loyers, là, c'est quelque chose qui vous inquiète? Alors c'est une chose qui nous inquiète, mais en plus qui nous surprend, puisque le tribunal administratif de Lille et de Paris avait annulé le dispositif d'encadrement des loyers, et puis par la loi, on vient remettre quelque part en question une décision de justice. Bon, c'est pas tout à fait cela, mais quelque part on peut faire le rapprochement. Ce retour d'encadrement des loyers, à titre d'expérimentation pour 5 ans, est-ce qu'il faut déduire les 3 ans qu'on a déjà vécu à Paris, les 6 mois qu'on a à Lille, je ne sais pas. En revanche, nous, ce qui est certain, c'est qu'on va continuer de combattre ce dispositif, car il peut être séduisant d'un premier abord, se dire que nos concitoyens ne payent pas des loyers trop élevés et qu'on va plafonner les hausses, à Paris notamment. Cependant, ça ne répondra pas à une question d'offre et une qualité du parc. C'est-à-dire que si vous bloquez les loyers, le foncier continuera à augmenter et les impôts par ailleurs augmentent aussi. Et donc ça va créer potentiellement même une petite bulle immobilière et l'offre derrière n'aura pas de réponse. Si en revanche, nous ce que l'on propose, on fait un contrat gagnant-gagnant entre le propriétaire et le locataire et pour la collectivité en général. Ce qu'on appelle le conventionnement ANA par exemple, où on conventionne son loyer, on met des plafonds. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, oui. 30% de loyer en moins à Paris par exemple, sur le loyer intermédiaire, ce qui n'est pas neutre. Ça, c'est une vraie offre locative qui répond à la demande des classes moyennes, parce que si vous plafonnez les loyers, les classes moyennes ne peuvent pas plus se loger. À Paris, les gens ont continué de partir. Et donc, avec ce conventionnement, des loyers plus faibles, des bonus, si possible, dans certains cas, via la taxe foncière par exemple, pour la rénovation avec de la performance énergétique embarquée. Nous avons fait notre congrès sur la rénovation thermique du bâti, on en a pleinement conscience. Encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. C'est-à-dire que toujours quand on propose quelque chose, notamment à nos amis de Bercy, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses mais que ça ne coûte pas. Et donc c'est pour ça que nous, on est totalement opposés à un malus, parce que la fiscalité est très forte, très importante sur l'immobilier, il ne faut pas l'augmenter encore. En revanche, des mesures incitatives, réglementaires et aussi fiscales, ça nous y sommes très favorables. On est pourtant dans un marché de l'immobilier où ça fonctionne bien. On était à 968 000 ventes l'an dernier, record dans l'ancien. On va dépasser sans doute le cap des 900 000 cette année. C'est un marché où en tout cas l'activité se porte bien. On vend des maisons, on achète des appartements. Dans ce contexte-là, vous souhaitez quand même mettre des priorités? Oui, parce que ces chiffres de volume de vente, ces chiffres de volume de vente n'ont rien à voir avec la qualité du parc locatif et l'offre locative quand on parle uniquement des investisseurs. L'offre locative, c'est ce qui est le plus important et c'est ce sur quoi il faut travailler en priorité. Le volume de vente, ça ne veut pas forcément dire que tout se passe bien dans le parc, notamment dans le parc privé, où les propriétaires privés ont de plus en plus de mal à faire des travaux pour des questions financières. Et puis par ailleurs, pour faire rentrer les locataires dans les lieux, c'est des questions réglementaires. Et vous aurez beau vendre autant de biens que vous le souhaitez, à Paris l'activité se porte très bien, ce ne sont pas forcément des biens qui se retrouvent dans l'offre locative derrière. Il y a des disparitions d'appartements chaque année, que ce soit pour les locations de courte durée, c'est une réalité, ça a été mesuré, mais aussi avec des investisseurs qui achètent des pieds-à-terre, souvent étrangers, et qui ne mettent jamais les biens sur le marché et attendent simplement que le foncier augmente. Et ça, c'est pas plafonné. Pierre Authus, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.